À la suite d'un parcours de santé, on va dire difficile, là où j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune et j'ai été clouée au lit avec une poussée inflammatoire assez intense pendant 4 ans. Donc mon diagnostic, c'était le diagnostic d'une spondylarthrite ankylosante. Quand j'ai déménagé aux États-Unis dans cette première année de maladie, j'ai déménagé aux US et c'est là que j'ai trouvé la médecine fonctionnelle et que j'ai découvert en fait le protocole auto-immune, le protocole AIP, qui a été vraiment développé pour les personnes qui vivent avec maladie auto-immune. Et j'ai réussi à retrouver la santé, une rémission, sans symptômes, sans douleur, sans médicaments. Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Digestion où je ne suis pas toute seule cette fois-ci et je suis accompagnée de Laurane Chemanda qui me rejoint pour parler auto-immunité et protocole AIP également. Bonjour Laurane, merci d'être là. Merci de me recevoir. Un plaisir, vraiment. Tu es ma deuxième invitée, donc je me plie de nouveau à cet exercice que j'aime beaucoup. Avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter pour nous dire un peu qui tu es? Voilà, quel est ton parcours peut-être avec l'auto-immunité et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à accompagner aussi, parce que tu es une passionnée aussi du système digestif. C'est vrai, c'est vrai. Donc je m'appelle Laurane Chemanda, je suis nutrithérapeute. J'ai été formée aux États-Unis. J'ai plusieurs formations, j'ai plusieurs casquettes en naturopathie, en mycothérapie. De base, j'ai une formation en marketing, mais c'est vrai que je me suis retrouvée à changer de carrière il y a, maintenant, 6 ans. À la suite d'un parcours de santé, on va dire difficile, là où j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune et j'ai été clouée au lit avec, une poussée inflammatoire assez intense pendant 4 ans. Donc mon diagnostic, c'était le diagnostic d'une spondylarthrite ankylosante et je me suis retrouvée, avec des douleurs abominables dans le bas du dos qui n'ont fait qu'augmenter. Alors, après il y avait tout un tas de symptômes avec, hein, le brouillard mental, la fatigue extrême, et les problèmes digestifs, et donc s'en est suivi un long parcours pour avoir un de mon diagnostic et puis ensuite, pour, tomber un petit peu dans la marmite de la médecine fonctionnelle. Quand j'ai déménagé aux États-Unis dans cette première année de maladie, j'ai déménagé, aux US et c'est là que j'ai trouvé la médecine fonctionnelle et que j'ai découvert en fait le protocole auto-immune, le protocole AIP, qui a été vraiment développé pour, les personnes qui vivent avec maladie auto-immune et j'ai réussi à retrouver la santé, une rémission sans symptômes, sans douleur, sans médicaments et là, je me suis dit, en fait, c'est ça ma vie. J'étais tellement plongée à 200 dans toute la littérature autour des maladies auto-immunes, de cette approche que je découvrais, qui est c'était tout en anglais, hein. C'était vraiment dans ce monde, une communauté américaine dans lequel j'étais tombée et de là, voilà, j'ai décidé de changer de carrière et de devenir nutrithérapeute et d'accompagner des personnes pour, qui ont vécu la même chose que moi. Pour retrouver la santé. Et un petit peu après est né Bien-être auto-immune On va en pour, parler aussi. voilà, pour on va dire le monde francophone, mais à l'époque, c'est vrai que j'étais plus concentrée aux États-Unis, là où je vis toujours actuellement. Oui, puisque tu es basée à San Francisco, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, finalement, c'était une chance pour toi de déménager aux États-Unis, de rencontrer la médecine fonctionnelle il y a 10 ans, là où ça n'existait pas encore vraiment en France. En tout cas, c'était pas, Mmh. on n'en parlait pas autant, même si encore aujourd'hui, je pense que c'est une niche. Oui, Nous, on est dans ce milieu-là, donc on baigne là-dedans, mais je pense que c'est encore une niche. Mais aux États-Unis, il y a 10 ans, c'était quand même beaucoup plus développé. exactement. Ouais Mmh. et puis, il y avait ce concept tout dépend de comment on grandit. Moi, j'ai grandi vraiment, dans un monde très allopathique.
On avait presque une pharmacie chez nous et donc on m'a pas appris à écouter mon corps, on m'a pas appris à chercher le pourquoi du comment. Quand, on était malade, c'est il faut prendre un médicament et puis, le médicament va fonctionner et ça va aller mieux grâce au médicament. Mais, c'était vraiment une toute autre approche que j'ai dû comprendre, que j'ai dû découvrir et qui, au final, m'a donné beaucoup d'espoir et de pouvoir en moi que, bah, au fond, je savais qu'il existait, mais voilà, c'est vrai que c'était un changement de mentalité complet quand j'ai découvert ce monde-là et pourtant je l'étais quand même ça me titillait avant parce que tous les médecins que je rencontrais, je leur demandais à chaque fois: «Qu'est-ce que je peux faire?» J'étais Mmh. désespérée à aller voir le médecin, le nombre de fois que je suis ressortie en pleurant, vraiment dans un état de désespoir et je leur disais: «Qu'est-ce que je peux faire?» à part le fait de me dire: «Vous allez sûrement finir votre vie en fauteuil roulant et vous allez avoir des poussées inflammatoires tout au long de votre vie qui va complètement ankyloser, calcifier votre colonne vertébrale. Il y a rien que vous puissiez faire» et je me disais: «Mais c'est pas possible, c'est pas si je suis tombée malade, je devrais être capable de guérir quoi. Je devrais être capable d'inverser, le truc» mais je sentais qu'il y avait ça, mais je savais pas comment et quand j'ai Mmh. trouvé la médecine fonctionnelle, j'étais: «Ah d'accord, maintenant je sais que c'est possible». Déjà il y a des témoignages et j'avais les clés, j'ai compris comment. Oui, je pense que c'est assez frustrant pour les personnes qui ont ce côté un petit peu, détective inné, qui ont envie de comprendre les choses, de toujours se dire: «Mais pourquoi? Mais je comprends pas, mais il doit y avoir une raison» et cetera, de toujours chercher. Finalement, la médecine, classique, ça peut être assez frustrant. D'ailleurs, on appelle ça Mmh. des patients, c'est comme si on devait attendre en fait, sagement, qu'on nous dise, voilà: «Il faut faire ci, ça, puis c'est tout. En fait, vous prenez, tel traitement». Vous pouvez pas faire grand-chose de plus et il faut attendre en fait et là, c'était dans ton cas, et malheureusement beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, mais des diagnostics, très lourds et puis très négatifs, enfin dans le sens où on doit attendre que ça se dégrade patiemment, Mmh en mh. espérant que ce soit le plus lent possible. C'est quand même atroce. Non, mais c'est ça. C'est en fait, c'est absurde maintenant que je me dis: «Mais c'est quand même dingue» parce que même dans mon diagnostic, ils attendaient qu'il y ait des lésions pour pouvoir me poser mon diagnostic. Parce que moi, je suis allée voir la panoplie de médecins. Au début, on comprenait pas ce que j'avais. Ils ont mis 6 mois avant de poser mon diagnostic et je faisais mes bilans sanguins, ils étaient tout à fait corrects, donc tout allait bien, mes marqueurs inflammatoires étaient bons et je faisais des IRM et tout était bon. Et je Mmh. ressortais de la radiologie ou enfin de l'endroit de l'IRM, je ressortais en pleurant parce que j'avais rien sur mon IRM alors que c'est une très bonne chose de rien avoir, mais j'étais là: «Mais vous pouvez pas me prendre arrêtez de me prendre pour une folle, j'ai quelque chose, je peux pas marcher». Je ne pouvais vraiment pas marcher. J'avais 23 ans et j'étais vraiment dans cet état de désespoir et je ne conçois pas aujourd'hui qu'on doive attendre qu'il y ait des lésions, une progression et puis on doit juste se soumettre à cette approche de bon, bah, on prend ce médicament, on espère que ralentir la maladie, mais il n'y a pas de traitement, de cure pour les maladies auto-immunes. De toute façon, il y a pas de cure parce qu'à partir du moment où le corps s'est déclenché, donc a appris à produire les auto-anticorps, il peut plus le désapprendre. Mmh. Donc on est toujours à risque toute sa vie, mais on peut parler de rémission. Pour moi, une vraie rémission, c'est pas une rémission médicamenteuse. Si on est sous traitement médicamenteux avec des biothérapies, les anti-TNF, il y a toutes sortes de différents immunosuppresseurs pour les maladies auto-immunes. Pour moi, c'est pas on peut pas considérer ça comme une rémission. On n'a pas réglé le fond du problème Oui, on et l'a en soi masqué. on l'a masqué Mmh. et en soi, en allopathie, on s'en fiche du fond du problème. C'est même pas quelque chose on se pose même pas la question. Quand on a une spondylarthrite, on se focalise sur les articulations. Quand il y a la maladie de Crohn, on se focalise sur les intestins. La thyroïdite d'Hashimoto, on se focalise sur la thyroïde. Mais en réalité, toutes ces maladies, toutes ces pathologies, elles ont le même problème de dysfonctionnement en commun, qui est un dysfonctionnement du système immunitaire. Mmh. C'est pas si sorcier. Il suffit Oui. de remonter un petit peu l'échelle, de la cascade auto-immune et de comprendre, bon, bah, en fait, c'est un problème du système immunitaire. À partir du moment où on a compris ça, on a déjà compris beaucoup et bah, maintenant on sait qu'il faut travailler sur le système immunitaire. Mmh. Oui, on va remonter justement Ouais, cette échelle un petit peu pour ouais. comprendre, parce que c'est encore le problème de on cloisonne trop. Comme tu disais, il y a un problème Mmh. de thyroïdite d'Hashimoto, on va aller voir la thyroïde uniquement, on cloisonne trop donc le problème des
c'est pas un problème en soi, mais les maladies auto-immunes ou les maladies chroniques sont des maladies qui sont systémiques. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe de vraiment comprendre, d'avoir la vision d'ensemble dans une vision de la santé où on est très cloisonné. Mmh. On s'est déjà lancé un peu dans le sujet, mais avant, de que Désolée. tu nous parles un petit peu plus, non, c'est très bien. Avant que tu nous parles un peu plus de peut-être donner une idée de ce que sont les maladies auto-immunes, des exemples, tout ça pour des Mmh. personnes qui seraient peut-être pas forcément, au courant. Je voulais te poser une petite question que je pose à tous mes invités. C'est, quel est l'aliment qui fait partie de ton alimentation et que tu considères comme un alicament, donc un aliment médicament en quelque sorte, un alicament, qui t'aide à prendre soin de ta digestion ou à défaut de ta santé, globale, physique ou psychique? Donc pour moi, c'est très dur d'en choisir qu'un. J'ai vraiment pas de préféré, mais j'ai mes 3 chouchous. J'ai mes 3 préférés. Le premier, c'est le gingembre. Mmh C'est mh. tellement facile, ça que c'est très peu coûteux. Il suffit de se faire, bouillir de l'eau et de mettre, 2-3 gros bouts de gingembre sans la peau, de mettre ça dans de l'eau, de boire ça entre les repas. Ça aide à calmer le feu, ça aide à tapisser, on va dire à réduire l'inflammation dans les intestins, ça aide à accélérer le transit. C'est un anti-inflammatoire naturel, il a vraiment plein de propriétés, donc moi j'adore et je le cuisine beaucoup aussi, je l'utilise dans la cuisine tout le temps, mais je le fais aussi en tisane entre les repas. Le deuxième, ça vient vraiment s'inscrire, moi c'est quelque chose que je recommande à toutes les personnes que je suis, c'est les gombos. C'est des petits légumes africains qui sont un peu, verts et pointus, comme des sortes de petits cônes. Je les trouve chez Grand Frais en France ou dans des petites épiceries, asiatiques ou africaines Mmh. et en fait, ils ont une particularité que ce sont des mucilages, on dit en français? Les Ouais, c'est ça. mucilages. Donc ils ont cette particularité d'être gluants, mais en fait, c'est cette composante donc gluante qui nous intéresse parce qu'elle va venir, aider à nourrir le mucus qui tapisse notre paroi intestinale. Donc dans le cadre des maladies auto-immunes, bon, on en parlera plus en détail après, on voit qu'il y a toujours un intestin poreux, donc une hyperperméabilité intestinale et dans le cadre de cette hyperperméabilité intestinale, on veut aussi nourrir et prendre soin du mucus qui est au final la première barrière de protection avant cette barrière, épithéliale, donc les cellules, de la barrière intestinale ou de la paroi intestinale. Donc les gombos, ça c'est mon petit préféré, 1 à 2 fois par semaine et la dernière, ça vient vraiment, être c'est un des aliments phares et au centre du protocole AIP, c'est le bouillon d'os et le bouillon d'os, on peut en boire tous les jours. C'est très nourrissant, encore une fois pour cette barrière intestinale. Pour, aider, il y a plein d'acides aminés, notamment la L-glutamine, on en parle beaucoup, dans le cadre, de cette hyperperméabilité intestinale. Elle vient aider à réparer la paroi, à réparer les jonctions serrées qui sont entre les cellules qui tapissent notre paroi et c'est très calmant et puis bon, mais il y a tout un tas d'autres choses comme la glycine, comme le collagène, c'est très riche. Voilà, donc ça, c'est mes Mmh. 3 petits préférés. Sup Et alors le gombo, tu vois, on l'utilise pas beaucoup en France. Ouais. Moi, j'ai un très mauvais souvenir à du gombo parce que j'ai justement, une fois à Paris, on était chez des amis et cet ami a voulu nous cuisiner du gombo, mais je pense que c'était pas forcément cuisiné comme il fallait. C'était hyper gluant Et et c'est que je suis restée un petit peu traumatisée du gombo. Donc tu vois, aujourd'hui, j'en utilise pas du tout, mais je vais réitérer et tu me bah, donneras des conseils de je cuisine. t'enverrai une recette. Il y a une Voilà, super, super recette avec de la viande mijotée, africaine, super bonne, donc je t'enverrai ça. super. Oui, oui, moi, c'était plutôt en poêlé, je crois, le gombo seul, mais alors du coup, c'était un Ouais. peu, Moi, je le mange seul. costaud. Moi, je le fais OK. poêler pour faire vite, avec un peu d'ail, de l'huile d'olive, poêlée, mais plus tu le cuis, plus longtemps tu le cuis et plus il va être gluant, Ah OK. Mmh, donc peut-être qu'il d'accord. l'a cuit un peu longtemps. Ouais, donc je veux bien ta recette. Super, bah, merci pour ces 3 alicaments. Du coup, oui, on avait commencé à parler un petit peu de ça, mais est-ce que tu peux déjà nous citer des exemples de maladies auto-immunes pour que des personnes, bon, je pense que les personnes qui sont concernées savent que c'est une maladie auto-immune, mais au cas où, Ouais. pour que les personnes qui sont peut-être concernées par, des maladies auto-immunes que tu vas citer, puissent ensuite, se dire: «OK, ça s'applique peut-être à moi, ça va m'aider». Est-ce que tu as des exemples?
Je pense que tu serais étonné, enfin, on serait étonné du nombre de personnes qui savent pas qu'ils ont une maladie auto-immune alors qu'ils ont leur diagnostic et moi la première, j'ai eu mon diagnostic de spondylarthrite, on ne m'a pas du tout parlé de maladie auto-immune. OK. Heu, tout mon séjour en France, enfin tout le long où j'étais malade en France, diagnostiquée en France, on ne m'a pas parlé de maladie auto-immune. C'est en arrivant aux États-Unis que j'ai compris et trouvé que c'était une maladie auto-immune. Du coup, je me suis intéressée aux maladies auto-immunes et à l'approche fonctionnelle, mais et je suis même rentrée en France pour dire à ma rhumatologue à l'époque, j'étais toute contente, «J'ai trouvé une approche, j'ai commencé à changer mon alimentation, ça va déjà mieux et ci et ça et ça». Déjà, elle me rigole au nez en disant: «Bon, l'alimentation, ça va rien changer, mais vous pouvez toujours essayer» et puis elle me dit: «C'est pas une maladie auto-immune, vous avez une maladie inflammatoire chronique». Et Mmh. moi, je comprenais pas ce qu'elle voulait me dire, je comprenais pas la différence. Alors c'est bel et bien une maladie auto-immune, mais c'est triste quoi de se dire qu'on n'a même pas les informations autour de notre pathologie, quoi. Oui, c'est juste une étiquette qui avait été mise dessus. Bon, on te disait que c'était inflammatoire effectivement, tu avais Oui, cet indice-là, mais ouais, pas plus. voilà, pas plus. Donc les maladies auto-immunes, elles peuvent c'est quand le corps donc s'attaque contre soi-même, va produire des auto-anticorps. Il y a tout un tas de mécanismes, une cascade de mécanismes qui se mettent en place. On n'a pas besoin de rentrer dans la technique, mais Mmh. en gros, c'est simplement le système immunitaire qui, au lieu de produire des anticorps uniquement pour se combattre contre, les pathogènes, contre des cellules extérieures, il ne va pas faire la différence entre des cellules externe et ses propres cellules. Donc on dit que c'est la perte de tolérance de soi et donc il va produire des auto-anticorps et il va attaquer ses propres cellules. Et là, il peut attaquer tout type de système, donc ça peut être la peau, ça peut être, les enfin alors pardon, ça c'est les organes, tout type d'organes, donc la peau, le système digestif, donc le côlon, l'intestin grêle, le pancréas pour le diabète de type 1, ça peut être, toutes les articulations, ça peut être systémique aussi avec le lupus, Mmh. mais donc c'est vraiment très varié. Il y a environ un peu presque 140 maladies auto-immunes recensées ou en cours de recensement et je trouve que c'est important. Donc on a développé avec Anaïs, on a créé un PDF, un e-book, gratuit qu'on peut retrouver sur Bien-être auto-immune, justement parce que moi, je me suis retrouvée dans ce cas de figure et je trouve que c'est important de comprendre son étiquette. Donc on a fait, une liste des maladies auto-immunes, même en cours de recensement, parce qu'en réalité, on est en train de comprendre qu'il y a beaucoup de pathologies au final qui ont ce processus auto-immun, même comme l'Alzheimer. OK. Et donc on donne la définition à chaque fois des maladies auto-immunes. On rentre pas dans des grands détails, mais au moins ça aide à pouvoir se classifier, quoi. On a Mmh. notre étiquette, mais maintenant notre étiquette, où est-ce qu'elle va? Je mettrai dans les notes de l'épisode, je mettrai le lien vers l'e-book, Ouais, avec la liste, des maladies auto-immunes dont tu as parlé voilà. et juste après tu vas nous parler de ce qu'est bien-être auto-immune parce que tu l'as mentionné, peut-être des gens se Oui, disent: «Qui est ouais, Anaïs? Qui est bien-être auto-immune? Qu'est-ce que c'est bien-être auto-immune?» Donc je te laisse, finir là-dessus, puis après tu pourras nous parler peut-être de bien-être auto-immune. ouais. Mais donc voilà, donc on a la polyarthrite, rhumatoïde, pour tout ce qui est articulaire, la spondylarthrite ankylosante, on a pour tout ce qui est digestif, on a la maladie de Crohn, la rectocolite. La maladie cœliaque, qu'on considère uniquement la seule maladie auto-immune en lien avec le gluten, mais c'est pas du tout le cas. On a pour la thyroïde, on a la thyroïdite d'Hashimoto ou la maladie de Basedow. En systémique, on a, le lupus, on a, le vitiligo qui va atteindre la peau, l'allopathie, enfin on a vraiment, beaucoup il y a beaucoup de maladies auto-immunes qui sont plus ou moins rares. Alors la plus courante, ça va être la thyroïdite d'Hashimoto. Ensuite, la polyarthrite rhumatoïde aussi est assez courante et puis malheureusement, on en a aussi qui sont des copines. C'est-à-dire que on a plus de chances une fois qu'on a développé une maladie auto-immune, on a plus de chances d'en développer une deuxième. Donc vous avez tout intérêt à travailler sur votre santé et sur votre terrain, déjà pour aller mieux et pour, essayer de retrouver une rémission ou un équilibre de votre première maladie, mais surtout pour pas en développer une deuxième et même une troisième. Et donc c'est vrai qu'avec, avec la thyroïdite d'Hashimoto, on a très souvent le psoriasis, qui vient en complémentaire. Le psoriasis, c'est souvent copine avec beaucoup de maladies auto-immunes, même avec la spondylarthrite, parfois je trouve, c'est une maladie qui va cacher une autre, le psoriasis, parce que le psoriasis, c'est très visible, alors que la thyroïdite d'Hashimoto, c'est absolument pas visible. Il faut connaître les signes
qui vont être des signes d'hypothyroïdie, Mmh. mais qui peuvent être très variés. Et pour quelqu'un qui vit avec depuis 10 ans, peut se dire: «Bah, c'est normal en fait que j'arrive pas à perdre du poids, c'est normal que, j'ai un transit ralenti, que je suis fatiguée toute la journée», voilà, ça peut être des choses, on n'est pas habitué à les repérer. Mmh. Oui, la thyroïde, c'est dans le cas d'hypothyroïdie, que ce soit auto-immun ou pas, hein, donc c'est-à-dire qu'on ait, une thyroïdie d'Hashimoto ou que ce soit une hypothyroïdie sans système, Mmh. immunitaire derrière, auto-immun. Mmh. Heu, c'est vrai que c'est des symptômes où dans notre société, j'ai envie de dire, tout le monde est fatigué. Très souvent, donc des personnes qui sont un peu fatiguées le matin, qui ont du mal à se lever, qui perdent leurs cheveux et qui perdent pas mal de cheveux, puis en fait, elles se disent: «Bon, bah, c'est le printemps ou c'est l'automne, Mmh. j'ai les ongles mous», on se dit: «Voilà, c'est comme ça», ou pas de libido ou la peau sèche ou plein de signes comme ça où on se dit: «Bon, en fait, je vais prendre», et j'en vois beaucoup, hein, des personnes aussi en accompagnement qui se disent le plus visible, je trouve, et le plus gênant pour les femmes, si à part si c'est hyper marqué sur un autre symptôme, mais c'est la perte de cheveux, où là, ça inquiète en général. Et C'est vrai. là, en général, bah, elles vont peut-être prendre des compléments alimentaires pour fortifier les cheveux. Mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est vraiment la thyroïde qui est en souffrance, quoi. Bah, oui, et c'est en travaillant sur le problème de fond Mm. que là, on va pouvoir régler, bah, tous ces petits symptômes, qui viennent, au final, après. Oui. Et ok, donc là, tu nous as cité plusieurs maladies auto-immunes. Alors, c'est vrai. D'ailleurs, je pense à une amie qui a la rectocolite hémorragique et je suis même pas sûre qu'elle sache vraiment que c'est un système auto-immun. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de personnes, Ouais, et j'espère ça, c'est que pas ça va rigolo, aider hein, de comme, comprendre le mécanisme. ouais. Ouais, bah, le truc aussi, c'est qu'on est tellement focalisé sur les symptômes et on veut absolument stopper les symptômes, et une fois que, et je comprends, on veut de la facilité, on veut du court terme, c'est du travail, hein, ça demande, beaucoup d'efforts, beaucoup de changements, ce qui, et la nature humaine, a du mal à implémenter des nouvelles habitudes et de nouveaux changements, donc je veux dire, j'en veux à personne, quoi, de ne pas réussir à mettre ces choses en place, mais ça marche un certain temps, Mmh. et il faut vraiment se fier à l'évidence que c'est pas pour rien que les maladies auto-immunes sont plus prévalentes dans les pays développés. C'est pas pour rien qu'il y a une augmentation suivant les études, entre 19 et 22 par an d'augmentation de diagnostic des maladies auto-immunes. Maintenant, on est plus entre 7 et 10 de la population mondiale, mais c'est plus 9-10 dans les pays développés. Mmh. Parce qu'on ne vit plus de manière adéquate en fonction de nos besoins biologiques d'être humain. Oui, Et bah, ça demande de l'effort parce qu'on vit dans une société avec beaucoup de choses qui viennent nous stimuler à longueur de journée pour nous appâter, pour nous faire acheter, pour nous faire consommer. Mais donc c'est pas facile d'être, un humain en bonne santé et de vouloir rester un humain en bonne santé dans ce monde moderne. oui, exactement, et c'est vrai que déjà ça demande un effort supplémentaire et un peu une charge mentale au début. Après ça devient automatique, mais au début, c'est un peu une charge mentale de se dire: «OK, non, en fait ça je vais pas manger ça, je vais faire cet autre choix, je vais choisir», voilà, et c'est souvent pas le choix par défaut qu'on nous propose, qui est, adapté pour notre, immunité, pour notre maladie auto-immune, pour se sentir bien. Donc on doit chercher, on doit avoir les bonnes adresses, on doit, voilà, Bah ça oui. demande quand même, toute une adaptation, et il faut avoir les connaissances, en fait. Il faut connaître tout ça, il faut comprendre ce qui se cache derrière, quel est le mécanisme derrière, qu'est-ce qui est adapté ou non, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui va aider, qu'est-ce qui va empirer. Tout ça, au début, on ne sait pas du tout, donc on a Non. besoin de cette information-là, Mmh. et c'est notamment pour ça que tu as créé, Bien-être auto-immune, Ouais. donc la plateforme qui est spécialisée dans l'auto-immunité, les maladies auto-immunes, pour vraiment sensibiliser. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu as Ouais, créé ça et développé ça avec Anaïs. bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est mon projet passion, c'est vraiment mon bébé, bien-être auto-immune. Et donc ça fait quelques années que j'ai commencé donc cette plateforme qui, au début, j'avais juste le temps de faire, je faisais 2 webinaires par mois pour essayer de, bah, d'éduquer, en fait. Parce que c'est ce que tu dis, c'est que déjà, il faut s'y intéresser, mais Mmh. après, il faut s'éduquer, il faut apprendre, et c'est que comme ça qu'on va le faire. Il y a personne d'autre qui va s'occuper de votre santé mieux que vous, ou tout court. Mmh. Donc c'est vraiment à vous de vous éduquer.
Alors je rêve d'un monde dans lequel on apprend toutes ces choses-là sur la santé de base et l'alimentation, dans les écoles. Mais bon, voilà, donc j'ai voulu apporter donc tout ce que j'avais moi appris aux États-Unis et j'étais effarée qu'au final, il y avait très peu accès à cette information en France. Parce que déjà, c'est de l'information, bah, tout était en anglais, pas tout le monde parle anglais et puis bon, bah, c'était pas vraiment arrivé en France, il y a quelques années. Je trouve que cette année-là, il y a commencé à avoir un bel engouement autour des maladies auto-immunes, ce qui est bon, c'est aussi parce qu'il y a des augmentations, hein, et il y en a de plus en plus, mais au moins on en parle plus, donc ça, c'est déjà bien. Et donc le souhait derrière Bien-être auto-immune, c'était d'accompagner, de soutenir et d'éduquer les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes à une approche naturelle, à vraiment mieux comprendre leur pathologie et à mieux comprendre d'un point de vue, fonctionnel ou on peut dire intégrative aussi, l'approche vraiment d'une santé globale quand on a une maladie auto-immune. Donc on a développé des e-books, on fait des webinaires avec, des supers intervenants, on interviewe des acteurs dans la santé. Donc on est hyper fiers, d'avoir ces magnifiques intervenants tous les mois. Je me suis associée donc avec Anaïs Damour qui elle est naturopathe basée en France. Donc c'est chouette parce que bon moi je suis basée aux États-Unis, mais donc j'apporte un peu toute la casquette, toute la partie américaine et puis il y a beaucoup d'études aussi, hein, qui sont la plupart du budget des études autour des maladies auto-immunes sont sont aux États-Unis. Donc on apporte tout ce côté américain, Anaïs elle apporte aussi tout le côté français, on a allié un peu nos 2 cerveaux et donc on se dédie, à 200 à ce projet-là. On a un annuaire de praticiens, donc pour pouvoir, se faire suivre, donc trouver quelqu'un qui peut nous accompagner dans votre chemin vers la santé, parce que c'est très difficile de faire tout ça seul. Voilà, on a des articles de blog aussi. On essaye vraiment de publier un maximum d'informations pour aider les gens parce que je sais, bah, toutes les 2 avec Anaïs, on sait trop bien ce que c'est d'être livré à soi-même et de devoir se débrouiller et c'est pas facile quand on est en souffrance, quand on est fatigué, alors moi, j'avais énormément de chance, j'étais jeune, donc j'étais très, très en colère d'être aussi jeune et malade et clouée au lit, mais j'avais pas d'enfant Mmh. et donc j'avais tout le temps du monde pour m'occuper de moi. Aujourd'hui, je me dis: «Mais mon Dieu, mais je pense à toutes ces mamans qui», alors je dis maman parce que plupart des maladies auto-immunes, ce sont des femmes, hein, ça Mmh représente mh. presque 80. Mais toutes ces mamans qui ont 2, 3 enfants et qui doivent gérer leur maladie, leur fatigue, leur douleur, c'est hyper dur. Effectivement, ça prend déjà un temps, énorme de comprendre, de chercher quand on n'a pas l'énergie pour le faire. Mais en plus avec des enfants, je comprends que, d'autant plus en bas âge, ça doit être vraiment, le parcours du combattant. Ouais, exactement. Mais donc je pense que la clé dans tout ça, c'est vraiment, je l'ai dit, de s'éduquer et de s'entourer, d'avoir vraiment son équipe autour de soi. Moi, c'est pour ça que je propose des accompagnements. Je fais pas des consultations. Je Mmh. suis des gens sur minimum 3 mois parce que déjà, je veux du résultat. Ça veut pas dire qu'en 3 mois, on trouve la rémission, mais on trouve des améliorations. Et bah, hier, je suivais quelqu'un qui a une thyroïdite d'Hashimoto. On a commencé avec c'était vraiment le cas classique. Difficulté à perdre du poids, bah, prise de poids, récente, TSH à 5, elle était à 5,7 au départ. On avait, les jambes lourdes, de la rétention d'eau, frilosité pas possible, elle était tout le temps avec, Mmh. sa grosse écharpe, des grosses chaussettes, des frilosités, un transit ralenti. Enfin, on avait vraiment le tout. En 3 mois, on a fait le protocole AIP, il y avait des compléments alimentaires qui étaient vraiment individualisés. Évidemment, on individualise tout. J'ai fait juste 3 mois avec elle. Sa TSH, bon, maintenant, elle est descendue à 0,8, donc un petit peu basse, ce qui fait que, bah, son lévothyrox, on va lui couper sa dose en 2. Donc là, ça y est, on peut commencer à réduire les médicaments et plus aucune frilosité. Elle a perdu 4 kilos, plus de jambes lourdes, plus de problèmes cutanés, plus de problèmes de transit en 3 mois. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible. Oui, c'est génial, et en fait, j'adore. Bon, je on fait un petit peu la même chose dans le sens où on Ouais. adore, toutes les 2, il me semble, hein, accompagner, vraiment sur la durée et être là pour la personne, faire vraiment du coaching, en fait, pour pas juste laisser la personne, dans la nature avec des recommandations, puis elle se débrouille. On les suit vraiment, sur le moyen, long terme, et c'est tellement, gratifiant, je trouve, de voir l'évolution. Complètement.
quand la personne se sent de mieux en mieux et Mmh. c'est génial, en fait. Ça, je trouve, c'est le plus beau des cadeaux Ouais. et ça, c'est vrai que c'est super complémentaire. Tu disais, là, la personne, elle a réduit son traitement Levothyrox pour la thyroïde, donc c'est super complémentaire avec un suivi, avec un médecin Ah bien sûr. et donc voilà, un médecin va, prescrire, des traitements, va donner, voilà toute une liste de médicaments s'il y a besoin, d'un traitement spécifique et puis à côté, on peut travailler sur tout ce qui est alimentation, hygiène de vie et travailler vraiment sur le terrain comme tu le disais. Oui, attention, moi ce n'est pas moi qui ai réduit Oui, sa dose médicamenteuse, hein. je voulais juste Elle est préciser pour que ce Ouais, soit ouais. clair et ouais. Non, non, elle a travaillé et son médecin, c'est une femme, elle est très ouverte, elle était super heureuse, d'apprendre, elle lui pose souvent des questions, elle était très heureuse d'apprendre, de notre suivi et donc c'est elle qui lui a dit: «Bon, bah, là, maintenant, on va réduire, hein, on va passer à moitié dose», donc non, attention, les nutrithérapeutes, les naturopathes ne sont pas médecins, c'est un métier complètement différent et ça, c'est très important, de le rappeler et on n'est pas du tout formé en tout ce qui est molécules médicamenteuses, voilà. Les traitements, ce n'est absolument pas le cas. Oui, voilà, on s'informe là-dessus pour connaître les contre-indications, Ah voilà, bah ce qu'il oui. faut pas associer et cetera. Mais ensuite, c'est pas à nous évidemment, de modifier quoi que ce soit dans la prescription du médecin. Ouais. Au moins, c'est dit, c'est 2 choses qui sont, complètement à part, Mmh mh. séparées. Tu parlais là justement de l'alimentation spécifiquement, de compléments alimentaires qui allaient aider, donc toujours Mmh. personnalisé parce qu'évidemment, je pense que c'est important de le dire aussi, mais 2 personnes qui vont avoir, peut-être la même maladie auto-immune n'auront pas forcément le même mécanisme derrière qui a déclenché la maladie auto-immune, donc pas forcément les mêmes déséquilibres, Mmh mh. c'est pas forcément les mêmes carences. L'inflammation, même s'il y a inflammation certainement dans les 2 cas, elle n'est pas forcément de la même origine. Parfois, ça peut Mmh. être, je sais pas, trop de métaux lourds et puis chez une autre personne, ça va être, une intolérance alimentaire ou voilà, ou un virus ou quelque chose comme ça. Mmh. En tout cas, donc la cause ou les causes profondes, c'est ça qu'on cherche à Mmh. les rééquilibrer. Ouais. Elles peuvent être différentes, mais il y a toujours un mécanisme et tu l'as dit au début, il y a toujours un mécanisme qui est, présent, on va dire, dans presque toutes les maladies auto-immunes, pour pas dire toutes les maladies auto-immunes. C'est le lien avec, alors entre l'immunité et les intestins. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce mécanisme-là, pour qu'on comprenne pourquoi c'est important d'aller travailler sur ces intestins quand il y a une maladie auto-immune? Oui. Alors donc exactement, c'est il y a des dénominateurs communs. Donc pour toutes les maladies auto-immunes, en tout cas dans la littérature, dans les maladies qui ont été testées, parce qu'il n'y a pas toutes les maladies qui ont été testées, mais chez les personnes qui ont été testées, dans les pathologies qui ont été testées, on a retrouvé à chaque fois une perméabilité intestinale présente. Donc c'est un des dénominateurs communs. Il y a des études qui vont, plus d'ailleurs dans ce sens-là, qui vont pencher vers ces un des éléments déclencheurs ou qui arrivent en amont. Il y en a d'autres qui soutiennent le fait que ça soit aussi entretenu par la maladie, donc ça soit un cercle vicieux. Mmh. Mais en tout cas, c'est un dénominateur commun, c'est quelque chose qui concerne toutes les personnes qui ont une maladie auto-immune active. Donc c'est vrai qu'on se focalise, en premier temps là-dessus. Il y a d'autres choses comme, bah, une dérégulation immunitaire, donc ça, on a compris. Il y a des carences, alimentaires et il y a aussi toujours des déclencheurs environnementaux. Mais donc pour faire le zoom sur l'intestin ou sur l'hyperperméabilité intestinale, j'imagine que les personnes qui écoutent ce podcast, ils ont compris ce que c'était le leaky gut et l'intestin hyperperméable ou voilà, il y a plein de termes. Donc je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais je l'ai expliqué un petit peu avec les jonctions serrées. Donc c'est quand il y a des petites lésions dans la paroi intestinale et en fait, il prend tout son sens dans tout type de terrain inflammatoire, en réalité. Il est clairement présent dans un processus auto-immun, mais dans un terrain chez une personne qui a des problèmes inflammatoires, heu, il est aussi présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir des aliments ou des éléments, pathogènes ou des fragments d'aliments, des fragments des molécules qui vont passer par cette paroi intestinale qui sont pas censés passer. Donc les intestins ne peuvent plus faire son job de filtre de manière correcte, ce qui veut aussi dire d'ailleurs que ça va entretenir les carences, alors qu'on pourrait se dire: «Ouais, il y a plus de choses qui passent donc c'est qu'il y a plus de choses qui rentrent, dans le sang», mais en fait, ça va entretenir des carences alimentaires et puis ça va laisser passer
des éléments pathogènes qui sont reconnus comme des pathogènes par le corps. Ce qui veut dire que ça devient des stimuli pour le système immunitaire. Donc, on est en permanence en train d'envoyer des pics au système immunitaire et au bout d'un moment, eh ben, le système, il n'arrive plus à gérer. Il a trop de petits soldats à envoyer à un endroit précis ou de manière systémique. Il n'arrive pas à reconstruire son armée, il n'arrive pas à recréer ses petits soldats et donc au bout d'un moment, bah, il y a trop peu de soldats sur un terrain de bataille qui est beaucoup trop vaste, ou trop importante et c'est là que ça devient une inflammation chronique qui Mmh. s'installe. Oui, c'est comme si une alarme, finalement, comme une alarme se déclenchait en permanence Ouais, et les pompiers n'arrivent plus à à éteindre le feu. En fait, ça c'est arrive de ça. tous les côtés et C'est c'est ça. C'est qu'il y a plus assez de pompiers ou alors il y a plus assez de munitions, il y a plus assez d'eau pour éteindre le feu. Donc on va se focaliser sur un feu, mais il va y en avoir, 2 autres derrière on va pas pouvoir s'en occuper et donc c'est là que s'installe cette inflammation, chronique. Donc d'où vient le lien entre l'inflammation ou le processus auto-immun. Alors dans le processus auto-immun, on peut aller un cran au-dessus, où il y a ces stimuli, donc évidemment le système immunitaire, il est, trop sollicité. Donc il peut y avoir, des mécanismes où il va moins bien fonctionner, où il y a c'est là qu'on parle de perte de tolérance de soi, Mmh. quand il y a certains lymphocytes qui vont pas faire leur job d'éliminer certains auto-anticorps et donc au final, c'est là qu'on va avoir, bah, ces auto-anticorps qui vont se produire parce qu'il n'y a pas les traits qui font leur job d'élimination. Donc on a cette perte de tolérance de soi. Mais en parallèle, on peut aussi avoir ce problème de mimétisme moléculaire. On le voit très souvent avec le gluten, où il y a une molécule, une protéine, donc de gluten, qui va ressembler à des cellules de notre corps. Alors, il y a un lien direct, on l'a très bien compris avec la thyroïdite d'Hashimoto d'ailleurs, mais en réalité, c'est un problème pour toute maladie auto-immune, mais il y a beaucoup de littérature, scientifique autour de la thyroïdite d'Hashimoto. Et donc en gros, ton corps, il va percevoir, le gluten, il va se dire: «OK, il faut attaquer», mais en même temps de lancer l'attaque, il va attaquer aussi sa thyroïde, ses propres cellules de la thyroïde. Donc forcément, la thyroïde ne peut pas, fonctionner correctement si elle se fait attaquer et elle se fait dégrader. Oui, c'est parce que tu parlais du mimétisme moléculaire, c'est que les molécules du gluten sont assez similaires à certaines molécules de la thyroïde, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Mais c'est le cas aussi, enfin pour beaucoup de maladies auto-immunes. Alors la maladie cœliaque, ça oui, on l'a bien compris, c'est il y a un lien aussi direct, mais toutes les pathologies, digestives, le gluten est un vrai, trigger, déclencheur est un vrai déclencheur des maladies auto-immunes. Mmh. Ceci dit, il y a jamais un déclencheur. Il y en a toujours, c'est multifactoriel, il y en a toujours plusieurs et ils peuvent être différents en fonction de chaque personne. C'est ce que tu expliquais, juste avant. Mmh. Oui, donc ça me fait un lien parfait pour, partir peut-être sur l'alimentation Mmh. et avec le gluten, et parler peut-être un petit peu du protocole, AIP. Ouais. Donc toi, en termes d'alimentation, tu disais que tu as découvert, le protocole AIP, donc le Autoimmune Protocol. Mmh. Tu l'as découvert aux États-Unis, hein, c'est ça? Tu t'es Ouais. formée aussi après, à accompagner avec ce protocole-là. Oui, je suis Est-ce que devenue tu coach AIP, ouais. Voilà, coach AIP. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est le régime ou protocole AIP? Parce que c'est pas forcément hyper connu en France Non, et voilà pas et nous encore. dire oui, pas encore, mais tu as tu importes ça très bien donc c'est en train de se diffuser. Ouais. Donc le protocole auto-immune, il a été développé il y a plus d'une vingtaine d'années, à peu près 25 ans, par plusieurs médecins à l'époque et scientifiques qui, eux, étaient plus, dans la sphère, de l'alimentation paléolithique. Mais ils commençaient à comprendre les mécanismes derrière, bah, certains aliments qui pouvaient avoir un impact et un effet sur le système immunitaire et ou sur la paroi intestinale. Mmh. Parce qu'on veut travailler sur diminuer les stimuli, mais on veut aussi travailler sur réparer la paroi intestinale, dans le cadre d'une maladie auto-immune. Oui, Donc puisqu'on ils a ont compris commencé à que faire c'était systématique pratiquement, hein, qu'il y ait une exactement, hyperperméabilité intestinale, qu'il y ait une inflammation au niveau intestinal. Tu parlais du mucus au début, donc un mucus de mauvaise qualité qui s'est appauvri. Bref, voilà. donc tout ce mécanisme-là, du coup, on veut vraiment travailler sur réparer cette paroi Mmh. et travailler sur le système digestif. Toute la santé intestinale, Oui. au final.
Mais donc ils avaient ces plusieurs problématiques-là et les carences aussi nutritionnelles. Et donc de là est né une sorte de début du protocole AIP. Il a été ensuite pérennisé et vraiment finalisé par docteur Sarah Ballantyne, qui est, Mmh. docteure, au Canada. Et c'est elle, moi j'ai acheté son livre qui est un livre d'SVT, une sorte de bible énorme, qui explique toute l'anatomie, la physiologie du système immunitaire et puis, bah, ce protocole. Et donc ce protocole, il est basé sur plus de 1200 études. C'est vraiment un déchiffrage de toute la littérature scientifique et souvent on le compare au régime sénialé d'ailleurs en France. Mmh. Faut voir ça un petit peu comme, les travaux de Sénialé avec 20 ans de plus, avec 20 ans d'études scientifiques, en plus, parce que c'est vraiment très similaire. Et donc on va travailler, sur 5 piliers. On va avoir le pilier alimentation, le pilier mouvement, connexion avec soi, autrui, la nature, Mmh. sommeil et gestion du stress. Et ces 5 piliers sont tout aussi importants les uns que les autres. Et on a vraiment des études vraiment isolées autour, bah, par exemple, de la connexion, où on a pris 2 groupes, un groupe de personnes qui souffraient de maladies auto-immunes, un groupe, qui changeait rien à son quotidien et l'autre groupe, la seule chose qu'on changeait, c'est qu'on leur créait une sorte de communauté avec des groupes de parole toutes les semaines. Je sais plus sur combien de semaines étaient généralement, c'est sur 6 semaines qu'ils font ces études-là. Et donc ils ont comparé le avant et le après et toutes les personnes dans le groupe qui avaient ce groupe de soutien avec qui ils pouvaient se sentir écoutés, accompagnés, soutenus, ils avaient des nettes améliorations sur leurs marqueurs biologiques en rapport avec l'inflammation ou leur maladie auto-immune et des diminutions de symptômes par rapport au groupe, initial. Rien que sur la connexion. Oui, il me semble que la connexion, c'est aussi, un des piliers des zones bleues, Oui. où voilà le côté communautaire, social, entraide, échange et cetera. Donc ça a un impact, là, c'est intéressant qu'ils aient fait ça dans ces études en changeant uniquement ce marqueur-là, enfin ce pilier-là Mmh. et c'est comme quoi on se dit: «Bon, ça doit pas changer grand-chose sur notre santé, encore moins sur une maladie auto-immune», Ah non mais en mais fait si. Exactement et donc alors moi, mon dada, c'est la micronutrition et c'est l'alimentation et la santé intestinale parce que aussi ça m'a concernée, hein. Moi, j'ai eu des gros problèmes intestinaux Mmh. toute ma vie, donc j'aurais dû m'y attendre. Mais il faut pas négliger ces autres piliers qui sont Mmh. vraiment tout aussi importants, hem, parce que c'est un tout. On peut pas uniquement changer son alimentation et de se dire: «OK, ça suffit et j'irai bien». Le sommeil est extrêmement important. Bon ça, Mmh. je pense que tout le monde l'a compris, mais c'est vrai que pour une maladie auto-immune, c'est pas rare d'avoir besoin 10 ou 11 heures de sommeil. C'est simplement son corps, il est en sur-régime. On est en train d'attaquer ses propres cellules. On a des dysfonctionnements d'un point de vue immunitaire. On a une inflammation chronique. On est épuisé. Le corps a besoin de repos. Donnez-lui ce repos et Mmh. donnez-lui ce repos à des heures convenables, avant 22 heures, dans des conditions convenables, pour optimiser le sommeil. Alors c'est pas facile parce que ce sont aussi des gens qui souvent vont souffrir d'insomnie, de troubles du sommeil, mais c'est important de travailler aussi sur ce pilier-là. Le mouvement, c'est pas pour rien, il y a un terme en anglais, pour les marathoniens qui s'appelle The Runner's Runs. Et donc Voilà. les runs, c'est la diarrhée et un runner, c'est un coureur, marathonien, enfin un coureur et donc il y a vraiment ce terme connu de la diarrhée des marathoniens parce que, on comprend très bien quand il y a un stress physique qui est trop important, donc par exemple dans les marathons ou les triathlons qui sont très intenses et ben, il y a une affection où il y a un impact direct sur les intestins et sur les, jonctions serrées Mmh. mais vraiment sous 24 heures. Il peut y avoir des impacts sur les jonctions serrées sous 24 heures après un effort extrême comme un marathon. Il faut faire attention aussi à pas le faire du trop plein de mouvements ou trop peu parce que la sédentarité et de ne pas bouger, ce n'est pas bon non plus. Même avec des douleurs, c'est important de s'exercer, de travailler la musculature. C'est nos muscles qui nous tiennent debout et qui nous tiennent debout jusqu'à la fin de notre vie. Donc voilà et puis pour ce qui est, bah, gestion du stress, ça toi, tu focalises aussi beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai que dans mon cas, à titre d'exemple, je m'étais focalisée uniquement sur l'alimentation. Ma première année, j'étais à New York quand j'ai commencé, mon parcours et donc j'ai été suivie par un médecin fonctionnel.
J'ai pris plein de compléments, j'ai changé plein de choses, on a fait plein de tests et j'ai moi de mon côté fait le protocole AIP et j'ai que fait l'alimentation. J'ai même pas lu les autres piliers, je m'en foutais. Je J'étais juste pas encore là-dedans. J'ai mis 1 an à retrouver à peu près 50 de ma santé, de mon périmètre de marche et au bout d'1 an, j'ai déménagé à San Francisco et là, en moins de 6 mois, j'ai accompli tout ce que j'avais accompli en 1 an à New York, je l'ai fait en moins de 6 mois. Pourquoi? Parce que dès la seconde où je suis arrivée à San Francisco, j'ai commencé à travailler sur le système nerveux Mmh. et je faisais mes exercices de respiration tous les jours. Tu peux demander à Anaïs, je lui ai montré quelques exercices que je faisais. Parce qu'il y en avait aussi qui étaient un peu plus, on va dire, moins calmants, mais bref, j'adorais ça. Je faisais du qigong toutes les semaines, je faisais du yoga, de la méditation, de l'EFT. L'EFT, ça m'a sauvée. Donc beaucoup de choses autour de ça et ça m'a débloquée et c'est là que Mmh. j'ai réalisé le pouvoir de travailler sur le système nerveux. Il est, c'est vrai, c'est tout aussi important, voire plus que la digestion, que l'alimentation et tout ça. Ouais, mais je me reconnais aussi dans ce que tu partages parce que moi, j'ai un parcours un peu similaire. Alors pas avec une maladie auto-immune, mais je me suis focalisée uniquement sur l'alimentation au début parce que, bon, moi, c'était les problèmes digestifs. Donc forcément, problèmes digestifs, on fait tout de suite le lien, en général, avec l'alimentation et parfois, on fait le lien qu'avec l'alimentation Ouais. et je me suis focalisée là-dessus. Alors bien évidemment, comme toi, ça m'a permis de récupérer, oui, je dirais peut-être 60 vraiment de ma vitalité, de mon bien-être. Mmh. Mais au bout d'un moment, je plafonnais un petit peu et j'ai rencontré voilà, le yoga, le système nerveux. J'ai découvert le système nerveux, tout ça, la régulation Ouais. du système nerveux et ça m'a aidé à récupérer les pourcentages restants Mmh. et ça a changé beaucoup de choses. Donc, le pilier numéro un qui m'a aidé, la clé numéro une, c'est quand même l'alimentation, comme Oui. toi. Mais aujourd'hui, oui, j'accompagne aussi dans la régulation du système nerveux parce que c'est tellement important. Ouais. Et c'est bien parce que, bon, là, on mentionne Anaïs, qui viendra aussi sur Mmh. le podcast sur Parlons Digestion plus tard. Mais, et donc, je la connais aussi puisque j'ai intégré l'équipe de bien-être auto-immune pour Oui. aider au développement de cette super plateforme. Et c'est vrai que Anaïs, bah, elle en parlera elle-même, mais je crois que pour elle, c'est pas forcément l'alimentation qui a été son pilier numéro un, c'est plutôt au contraire la régulation du système nerveux. C'est c'est mmh, c'est marrant, j'allais dire, mais c'est intéressant de voir que chacun finalement, on mentionnait tout à l'heure le fait que ça doit être personnalisé et Mmh. chacun finalement va avoir, ses propres clés, ses propres combinaisons et parfois, bah, l'alimentation, c'est pas ça qui va être vraiment, le game changer comme on dit et c'est plutôt, bah, peut-être la régulation du système nerveux ou le fait de sortir, faire des marches, de bouger et cetera. Je pense qu'il faut apprendre, c'est un vrai parcours aussi d'apprendre à connaître Mmh. son corps, à connaître ses besoins et il faut essayer plein de choses, en fait. Il faut essayer plein de choses et il faut voir ce qui nous convient. Encore une fois, je pense qu'avec de l'aide, avec quelqu'un qui vous tient la main, c'est essentiel. Si c'est pas un praticien, c'est quelqu'un, un membre de votre famille. Il faut que vous ayez un socle de soutien. Des amis qui comprennent votre situation, un membre de la famille, un groupe de soutien, même si c'est juste Mmh. sur Facebook, il faut quand même avoir des gens qui suivent aussi votre parcours, votre avancement et pour avoir un peu plus cette ligne directrice, tout en essayant plein de choses pour essayer, bah, de trouver sa vraie voie. Mais on commence avec une voie un peu plus large, pour ensuite, trouver sa voie à soi. Oui, c'est pour ça que c'est important, comme tu dis, d'avoir une aide, quelle qu'elle soit, mais parce qu'on a vite fait d'un peu se perdre et se noyer dans plein d'infos et de se dire, ou d'oublier une partie, hein, de pas, mettre le focus sur le sommeil, par exemple et d'avoir quelqu'un qui permet d'être un peu notre rétroviseur et de dire: «Mais attends, ça, tu pas essayé encore?» Mmh. Ça pourrait vraiment faire la différence ou bien de faire des liens. C'est la personne qui va pouvoir, voilà, regarder dans les angles morts, mais aussi prendre du recul Mmh. et voir le tableau global, ça c'est hyper important, c'est Ouais, vraiment aidant. exactement. Et moi, quand je retrace un petit peu, hem, alors oui, c'était mon médecin fonctionnel avec qui j'ai commencé à travailler quand je suis arrivée, aux US, mais heu, on était vraiment une équipe avec mon mari Mmh. qui lui, de toute façon, on était devenu une équipe avant parce que je ne pouvais plus marcher.
Donc en fait, dès qu'on allait quelque part, c'est lui qui était un peu mon garde du corps, qui trouvait si on allait se balader dans un musée, c'est lui qui se débrouillait pour trouver un fauteuil roulant, si, on marchait quelque part, bah, il me portait sur son dos, enfin, c'était vraiment lui qui me portait tout. Il me portait mon sac à main, il me portait tout et c'était un peu mon premier garde du corps qui me protégeait contre tout et ça, c'était je me rends compte aujourd'hui, c'est une vraie chance et une Mmh. vraie force et on a fait vraiment on était à 2 là-dedans. Bon, lui, il travaillait, moi, je pouvais plus travailler, j'avais arrêté de travailler. Donc forcément, j'étais dédiée à ma santé, c'était ma première priorité. Surtout parce qu'on m'avait dit donc moi, j'ai commencé les anti-TNF, hein. On m'a mis dès mon diagnostic, on m'a mis sous traitement, donc des immunosuppresseurs. Mais avec ces immunosuppresseurs, je n'avais pas le droit de tomber enceinte et je voulais être maman très jeune et ça a été un déchirement pour moi. Autant quand on m'a dit: «Vous allez sûrement finir votre vie en fauteuil roulant», c'était quand même un deuil, mais c'était pas autant un déchirement viscéral que de me dire: «Bah, vous allez dépendre de ces médicaments à vie. C'est ces médicaments qui vont vous sauver et vous allez dépendre de ça à vie, mais par contre, vous pouvez pas tomber enceinte sous ces médocs. Donc vous allez devoir faire un choix à un moment donné, arrêter les médocs et retourner clouer au lit, pour tomber enceinte ou bah, vous tombez pas enceinte». Et pour moi, ça a été un déchirement et c'est ça qui c'était vraiment comme si j'avais ce but. Mmh. J'étais un taureau avec mon avec ma cible et j'ai avancé grâce à ça. Mais on s'y est mis ensemble avec mon mari en se disant: «OK, on fait une pause, je mets ma vie en pause et ma première priorité, c'est ça, c'est la santé». Mmh. C'est un beau pourquoi qui t'a aidé à Ouais, avancer et à trouver la force dans les moments où c'était difficile de continuer. c'est sûr, c'est sûr. Mmh. Moi, c'était vraiment viscéral et 10 ans plus tard, maintenant, j'ai mes 2 enfants et j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. Et j'avais peur de jamais pouvoir l'atteindre cette vie. On m'avait dit que j'allais pas pouvoir l'atteindre. Vraiment, je me pince presque tous les matins. Enfin, je continue à dire à mon mari: «Mais c'est fou, je pensais pas que j'allais pouvoir vivre ça. Je suis en pleine santé, je vais bien, je suis pas en souffrance, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, c'est incroyable». C'est beau, hein, c'est hyper inspirant comme parcours. Bah, c'est gentil, mais en fait, c'est ça m'inspire moi. Enfin, je me dis: «Mais c'est fou, rappelle-toi de la chance que tu as, rappelle-toi de cette chance». Mmh. Parce que ouais, bon bref, j'ai un Oui, peu dévié. non, non et ça montre, encore une fois la puissance de l'alimentation parce que enfin, pas que de l'alimentation, De on a toute parlé cette des approche. différents piliers, mais finalement de cette approche naturelle, de revenir à quelque chose de naturel, en fait, ce dont notre corps a vraiment besoin. On dit tout le temps ça, mais c'est Mmh mh. pas des paroles en l'air, c'est on vit parfois dans un milieu qui est plus du tout adapté à ce dont on a besoin. On a des lumières le soir, on est devant des écrans, on n'est plus, connecté, on est de plus en plus dans une société individualiste malheureusement. On n'est plus assez en contact avec la nature. Bref, il y a plein de choses. On mange plus, je suis assez choquée à chaque fois de voir, bon, j'ai la chance de vivre dans un endroit où j'ai plein de petits producteurs autour de chez moi et j'essaye vraiment d'aller chercher des produits, locaux, bio et cetera. Donc finalement, les grandes surfaces, j'y vais rarement, Mmh. mais les fois où je dois y aller pour chercher quelque chose en particulier, je suis agressée par cet environnement-là hyper lumineux, bruyant et je vois le nombre de produits qu'on propose dans les rayons et je me dis: «Mon Dieu, mais on peut pas enfin, c'est pas Ouais. possible. On peut pas, proposer ça aux gens et malheureusement, bah, quand c'est le choix par défaut, quand on sait pas qu'il y a autre chose et on sait pas comment faire autre chose et autrement et on n'a pas la connaissance non plus, bah, on pense que c'est ça qu'il faut manger. Ouais. Bah, Mais Marion c'est Caplan l'a très bien dit dans une interview qu'elle a faite il y a pas longtemps. Elle dit: «Aujourd'hui, on n'achète plus des aliments, ce sont des produits». mmh, Ce sont ouais, j vraiment et tu l'as dit, ce sont des produits fabriqués. C'est plus des aliments, c'est pas de l'alimentation et c'est vrai que c'est triste de se dire qu'aujourd'hui, on est obligé de lire les étiquettes de manière, très, détaillée et vraiment concentrée parce que pour se protéger, ouais, simplement pour se protéger et moi, c'est vrai que je me dis: «Mais c'est triste d'être dans une société où on doit se protéger de tout». Mais c'est la oui, réalité. Il faut se faire à cette réalité. oui ou occulter, heu,
faire peut-être en sorte aussi, c'est là que c'est difficile, je trouve, le changement, mais quand on a grandi avec toutes ces possibilités-là, je sais pas, bon, moi, j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui m'ont toujours élevée avec des aliments bio, bruts, où on a cuisiné maison. Alors oui, il y avait des carences en protéines, etc. Et c'était pas parfait. Mais au moins, c'était des produits qui étaient naturels, qui étaient bio, qui étaient vrais, qui étaient bruts. Ouais. Et donc, j'ai pas été du tout éduquée à ces produits ultra transformés avec Mmh. des couleurs, des Smarties, des M&M's, de tout ce que je veux dedans, là, des yaourts qui sont hyper colorés, ça fait peur. Donc, en fait, dans ma réalité, j'ai de la chance qu'ils n'existent pas dans ma réalité. Quand je Ouais. passe dans un magasin, pour moi, je les vois même pas. Je suis même pas tentée, en fait. Mais je me dis, c'est tellement difficile quand on a grandi avec tous ces produits-là, de ensuite arriver à s'en détacher, sans ressentir vraiment une frustration, une grosse privation. Il y a un moment où il faut switcher et ça, c'est difficile. Ah bah, c'est mon cas, hein. Ah moi, Ok. j'ai grandi, autant je suis pas sûre que ma mère, aurait ce même avis et elle a quand même cuisiné. Ma mère a beaucoup Oui. cuisiné, mais on l'appelait le tiroir magique. Déjà, j'ai grandi en Écosse. Ma première partie d'enfance, c'était en Écosse. Donc j'avais les chips, de toutes les couleurs, de toutes les formes. C'était pas du tout les chips, à la pomme de terre, Non. hein. C'était avec tout sauf, juste la base. J'avais, bah, les boissons, sucrées, de style grenadine, ça s'appelle du Ribena, c'est de style grenadine. J'avais, bon goûter, c'était un paquet de chips, un donut fourré, avec du chocolat. Le matin, bon, bah, c'était les céréales avec plein de sucre, voilà. Et on avait après quand on a déménagé en France, quand les copains venaient à la maison, la première chose qu'ils nous demandaient, c'est d'aller voir le tiroir magique. C'est un grand tiroir, hyper grand, hyper large, profond, rempli de petits gâteaux. De toutes sortes, les Fingers, les Twix, les Mars, on n'avait pas de bonbons, mais on avait des gâteaux à foison. Donc moi, j'ai vraiment grandi là-dedans. J'ai travaillé au McDo Ok, à ouais. plein temps pendant 9 mois et j'étais ravie. Je mangeais McDo matin, midi et soir. Donc pour le coup, je suis exactement cet exemple que tu cites et je rêverais d'avoir eu d'alimentation comme la tienne petite. Mais c'est vrai que pour moi, au début, ça a été dur parce que je devais combattre, mes besoins, de ces aliments industriels qui étaient pour moi de la norme, mon quotidien. Oui. Et ce qui fait Et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ah non, mais aujourd'hui, les gens quand je reviens en France et que je revois un peu mes copains du collège, lycée, parce que je suis toujours proche avec tous les copains d'il y a 20 ans, bah, ils hallucinent. Je suis plus du tout la même personne. Voilà. Il y a rien de tout ça qui passe le pas de ma porte. Moi, mes filles, elles ne mangent rien de tout ça. Encore hier soir, on parlait de Kinder Bueno avec des amis. Je leur disais: «Mon Dieu, je prie pour que personne les introduise au Kinder Bueno parce que je veux pas avoir à gérer cette conversation, mais il n'y en aura pas dans la bouche de mes enfants». ah oui, ça doit pas être évident en tant que parent. Et encore, je pense qu'il y a le quotidien et puis il y a les exceptions quand on va à Oui. l'extérieur, etc. Mais ça doit pas être évident une fois qu'ils ont découvert ça, de gérer les envies dans les magasins, etc. Oui, mais après ça s'entraîne, hein. Honnêtement, les enfants, le palais se fait, Oui, s'entraîne, et ma grande, elle a 5 ans et elle mange pas de gluten et elle, ça la rend malade, le gluten. Mais comme moi oui. aussi petite, mais je savais pas que c'était le gluten. Mais elle a mal au ventre dès qu'elle en mange, donc en fait, elle a pas du tout envie d'en manger. Elle est ravie de pas en manger et elle demande à chaque fois: «Est-ce qu'il y a du gluten là-dedans?» Elle sait. Quand il y a des bonbons qui passent, elle me dit: «Ça, c'est pas bon pour la santé maman, hein». Je fais: «Oui chérie, c'est pas bon» et je lui donne autre chose, mais elle mange, elle se fait plaisir, hein, elle mange du chocolat Ouais. noir, je lui fais des gâteaux, mais maison et voilà et elle se fait très plaisir. Oui, de toute façon, quand on l'a pas goûté, quand on n'est pas addict parce qu'on n'en a pas eu, Exactement, ben, on exactement. n'en a pas spécialement envie, il y a pas de manque. Ouais. Ouais. Bon sur ce, j'ai pas présenté le pilier alimentaire, Voilà, alimentation. donc on dévie un petit peu, j'allais te dire, voilà, est-ce que le pilier alimentaire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste et en gros, quels sont les aliments à éviter? Oui. Alors juste pour rappeler, le but du pilier alimentaire, c'est de réduire les stimuli qui viennent stimuler le système immunitaire, les immunostimulants et de réduire les aliments qui vont affecter négativement la paroi intestinale. C'est vraiment dans cet esprit-là. En troisième temps, dans les aliments à inclure, là, on travaille sur la densité nutritionnelle parce qu'on Mmh. veut venir combler les carences. Donc, c'est vraiment pas un régime qui crée des carences alimentaires. Ce n'est pas un régime actif en termes de calories, surtout pas.
C'est vraiment dans un but d'atteindre une pleine santé tout en réduisant les stimuli. Donc on se focalise beaucoup sur les lectines. Les lectines, ce sont Mmh. des composants, donc des protéines qui sont présentes dans beaucoup de plantes, de légumes, notamment des graines aussi et certains, dans la peau de certains légumes, qui ont un mécanisme de protection. C'est un peu le mécanisme de protection des plantes pour ne pas se faire manger. Donc elles ont une propriété irritante pour la paroi intestinale et donc on a trouvé dans la littérature qu'il y a un vrai lien entre cette irritation intestinale et cette affection des jonctions serrées avec les aliments qui ont des forts taux de lectine. Donc ça représente tout ce qui est solanacées, donc ça c'est tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre, piments. Il y a les baies de goji qui rentrent là-dedans, il y a l'ashwagandha qui rentre là-dedans. Bon, il y a plusieurs petites choses, mais les gros aliments, c'est ça. On a tout ce qui est, toutes les céréales. Donc les céréales, notamment pour le gluten, qui est présent dans toutes les céréales. Le gluten qu'on connaît, nous, c'est la gliadine qui est dans le blé, l'orge et le seigle. Communément, on appelle ça le gluten, mais en fait, c'est la gliadine. Et il y a des formes de gluten dans toutes les céréales. Et donc, dans une idée d'essayer de réduire tout type d'irritant, on enlève toutes les céréales, y compris le riz, le maïs, l'avoine. On va aussi éliminer les pseudo-céréales. Parce que on a trouvé que chez les personnes qui ont une maladie auto-immune et qui étaient sensibles au gluten des céréales, il y avait une cross-reaction, une réactivité croisée avec des protéines qui sont dans les pseudo-céréales, même si elles contiennent pas de gluten. Pour le coup, il y a vraiment pas de gluten dans les pseudo-céréales comme le quinoa ou le sarrasin, mais il peut y avoir une réaction croisée. Les produits laitiers, tous les produits laitiers, de vaches, de chèvres, de brebis. On évite aussi les graines Mmh. parce elles ont un haut taux de lectine. Les oléagineux, vous inquiétez pas, il y a plein de choses qu'on peut manger quand même. Les On est en train oléagineux, de se dire: «Mon Dieu, on va manger quoi? ça De fait l'herbe». toujours peur quand on fait la liste. Le sucre, bon ça c'est évident, il y a pas un lien direct avec la paroi intestinale, mais bon, ça contribue à l'inflammation. Tout ce qui est industriel, donc les produits chimiques, les édulcorants, tout ce qui va être, des additifs, on va éviter, donc on se focalise sur des aliments bruts de toute façon. Le soja aussi. Le soja, peut être un immunostimulant, on peut venir irriter le système immunitaire et créer des déséquilibres hormonaux, donc on évite. Et l'alcool. Je crois que j'ai fait le tour et les œufs. Les œufs. En fait, c'est surtout pour le blanc d'œuf. Le blanc de l'œuf contient des protéines qui sont des immunostimulants qui vont venir, stimuler le système immunitaire de manière négative, donc on les évite aussi un certain temps. Voilà. Donc c'est un protocole qu'on va suivre 30 à 90 jours. C'est pas une alimentation à vie. L'idée derrière ça, c'est ensuite au bout un certain temps, bon personnellement je l'ai suivi plus longtemps que 90 jours. J'ai fait à peu près 5-6 mois de la période vraiment de cette phase d'éviction. Mmh. Mais donc au bout de cette période-là, on va réintroduire de manière méthodique, étape par étape, parce qu'il y a certaines catégories qu'on va réintroduire en premier. Et là, ça nous permet de trouver notre alimentation qui nous convient à notre corps, notre métabolisme, notre système immunitaire en ce moment, dans cette période de vie. Donc parfois, on va pas réussir à réintroduire les œufs. Ça veut pas dire qu'on peut plus les réintroduire à tout jamais, mais en tout cas, notre corps aujourd'hui, il est pas prêt. Et la manière dont on fait ça, c'est qu'on est vraiment à l'écoute des symptômes. Donc ça, vous pouvez le faire à l'aide, on a un e-book d'ailleurs qui en parle chez Bien-être auto-immune. Mais le mieux, c'est de se faire suivre dans ces cas-là par des coachs AIP, donc on en a plein sur l'annuaire, et de pouvoir être vraiment à l'écoute des différents symptômes. Et ça se fait entre 3 et 5 jours à chaque fois qu'on rajoute un aliment. Donc moi, Oui, aujourd'hui, c'est j'ai vrai. mon alimentation propre à moi. Il y a plein de choses encore que je mange pas, mais avec grand plaisir parce que elles me font pas du bien, ces choses-là. Et donc, je sais que quand il y a quelque chose qui me fait pas du bien au ventre, c'est juste une question de temps jusqu'à ce que ça affecte mon système immunitaire. J'ai jamais eu de rechute en 6 ans. Je ne compte pas avoir une rechute à quelconque moment. Donc voilà. Et ensuite, il y a les aliments à inclure. Et donc là, on va se focaliser sur
tous les légumes de toutes les couleurs. On veut plein de différentes fibres, on veut plein de différents polyphénols, donc les pigments de couleurs différents pour les antioxydants, leurs propriétés anti-inflammatoires, sauf les solanacées, donc sauf les pommes de terre, tomates, poivrons, aubergines. Les patates douces, on peut. Souvent, on me dit: «Mais qu'est-ce que je mange du coup comme féculent?» ou ah oui, parce que j'ai pas dit, il y a les légumineuses aussi qu'on évite. Ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu restreint en termes de féculents. Donc là, on va se tourner vers, la patate douce, le manioc, ou le tapioca. La carotte? Oui, après voilà, tous les tubercules ou tout type de légumes racines, les courges, ce sont des super, glucides et féculents aussi, hein. Donc voilà, il y a des options et ensuite, oui et ensuite on va se focaliser sur les bombes nutritionnelles. Mmh. Ça va être tout ce qui est abats. Ah là, c'est vrai que la viande, la protéine animale a un rôle quand même, assez central dans le protocole auto-immune, mais on insiste sur la qualité. Que ça soit des poissons qui soient pas d'élevage, qui soient pêchés, qui soient, comment on dit? Sauvage? Sauvages, voilà. Que ça soit des bêtes, des vaches, élevées en plein air, nourries à l'herbe. Il y a une super entreprise qui fait de la viande de très bonne qualité qui s'appelle Féroce. Donc on a une collaboration, un partenariat avec eux et et c'est vrai que la qualité de la viande va avoir un vrai impact sur le profil micronutritionnel de la viande. Et il y a un tout autre profil, même par rapport à son indice inflammatoire, on va dire. Donc le ratio oméga 3, oméga 6 va être très différent. Il y a des hormones qu'on retrouve dans la viande, il y a, des restants de médicaments qu'on va retrouver dans la viande de Mmh. batterie. Mmh. Donc c'est très important de choisir de la qualité. Mais notamment les abats, ils sont hyper denses dans tous les micronutriments essentiels comme le rétinol, donc la vitamine A naturelle, comme les vitamines B, notamment la vitamine B12, comme du cuivre, même du zinc. Alors le zinc, ça va être plus tout ce qui est fruits de mer. Alors on se focalise aussi beaucoup sur les fruits de mer. Le fer héminique aussi, qui est vraiment le seul fer qui est biodisponible. Donc on veut se focaliser sur où est-ce qu'on peut avoir le plus de nutriments dans le plus petit, centimètre, cube, d'un aliment. Pour ce qui est, d'autres catégories, on a les champignons, que moi je considère comme vraiment une catégorie à part, qu'on peut manger tous les jours. En plus, enfin une catégorie séparée des légumes et de varier les légumes. Le bouillon d'os a aussi un rôle central, où on va intégrer ça. Toutes les épices comme le curcuma, le gingembre, tout type d'épices va apporter encore plus de polyphénol aussi dans vos repas. Les légumes fermentés, donc ça, c'est pour nourrir nos bonnes petites bactéries du microbiote qui est très important, qui a un rôle aussi très important dans la santé intestinale. Donc c'est pour ça qu'on veut varier nos légumes, pour varier aussi les fibres, on veut nourrir ce microbiote. Hem, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Mmh. Les fruits, oui, tu as mentionné les polyphénols, donc tous les Les petits fruits. fruits rouges. Oui, les fruits, il y a pas de restriction. Alors faut Mmh. rester raisonnable, et manger 2 à 3 portions par jour, c'est OK. Il y a pas du tout besoin de se ruer sur les fruits. Mais en fait, l'important, c'est de varier. C'est surtout Mmh. de varier, en fait, son alimentation. Oui et on peut se dire au début, voilà, quand tu as cité toutes les choses qu'on met pas dans le protocole, AIP, dans le régime alimentaire AIP, on peut se dire: «Mon Dieu, mais en fait, c'est pas du tout diversifié, il Ouais. manque plein de choses». Mais en fait, c'est, au contraire, c'est en tout cas, tu l'as mentionné, c'est déjà un régime qui est sur le, court moyen terme, en fonction de chacun et ensuite, c'est la phase de réintroduction est hyper importante comme dans Mmh. tout régime d'éviction, que ce soit bon, le régime sans FODMAP, c'est celui qu'on connaît le plus, mais il y en a plein, en fait, ça fait partie des régimes d'éviction et c'est important de réintroduire progressivement, de manière personnalisée, de bien écouter, d'être à l'écoute des symptômes Ouais. et ensuite de réintroduire. Donc ça veut pas dire qu'on va, plus manger du tout tous les aliments que tu as cités au début, à vie. C'est vraiment, on va personnaliser et en fait, il y a tous les légumes. C'est vraiment la réflexion souvent qu'on a quand on dit: «Bah,
Oui, ça, il faut essayer de l'éviter pendant X temps parce que pour X raisons, pour la santé et les personnes se disent: «Mon Dieu, mais je vais manger quoi?» En fait, c'est là, je trouve, qu'on commence à découvrir la diversité d'aliments qui existent, de végétaux, alors qu'avant, finalement, on pensait manger diversifié. On se dit: «C'est là que je mangeais le plus de choses et là, maintenant, je vais devoir restreindre», alors qu'en fait, on se rend compte que quoi? On mangeait quoi? Du riz, des pâtes, du blé, des carottes, des courgettes et c'est tout. Ah non, En mais général, c'est l'alimentation, et c'est là qu'on va découvrir vraiment la diversité. exactement. Mais c'est rigolo parce que je pense vraiment, moi je remarque que la personne moyenne va tourner sur, peut-être, 7 aliments différents dans une semaine, quoi. Mmh. On se rend pas compte, mais on a l'impression de manger varié parce que là, on va manger une quiche, et puis après on va manger, bon, des pâtes bolo, mais en fait, c'est les mêmes des ingrédients qui sont recyclés et on se retrouve à avoir une variété de peut-être 7 différents ingrédients qui sont même pas forcément que des légumes, variés ou de la protéine animale. C'est souvent autour du blé, des céréales et c'est vrai que c'est triste. On dit qu'il faudrait pour avoir un microbiote, bon parfait, ça n'existe pas, mais pour, vraiment nourrir, de manière optimale son microbiote, il faudrait varier avec 50 fruits et légumes différents dans une semaine. À 50. Moi, j'avais, tu vois, j'avais 30. L'étude que j'avais vue, c'était 30, et du coup, j'ai créé un petit défi des 30 végétaux justement sur la semaine pour voir, C'est vrai, j'avais vu ça. pour noter, ouais, combien Alors de peut-être végétaux qu'aux on mangeait. États-Unis, c'est un peu des fous furieux, mais c'est on en parle beaucoup dans la médecine de longévité en ce moment aux Ouais. États-Unis avec Brian Johnson, avec, Mark Hyman, que tu dois connaître, Oui. ou, Andrew, Huberman, Mmh mh. et je crois que c'était Andrew Huberman qui avait lancé le défi des 50 par semaine. OK. Ouais, donc ça devait être 30, i c'est Hyper dur. l'étude il y a une dizaine d'années, je crois, l'étude, la plus grande étude sur le microbiote qui a été faite, qui avait montré, le bénéfice d'en manger au moins 30 et peut-être qu'ils ont poussé, depuis, ils ont poussé le curseur un petit peu plus loin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait trop le zoom sur le microbiote. On a parlé un peu de la santé intestinale en général et de l'hyperperméabilité, mais en fait, c'est pareil, il faut retracer pourquoi il y a cette affection des jonctions cette, affection des jonctions serrées, pourquoi il y a une mauvaise santé intestinale. Il faut remonter un petit peu l'échelle. Bon là, c'est à l'envers, mais le point de départ, très souvent, c'est le microbiote, Oui. dont on sait très peu au final, mais le peu qu'on sait, c'est que le microbiote a un vrai impact sur notre santé mentale, métabolique, immunitaire et elle a un vrai rôle de protection et c'est vraiment Oui. grâce à nos bactéries qu'on est en vie et en bonne santé. On a 10 fois plus de bactéries qui composent dans notre corps que de cellules. Elles ont une vraie importance et malheureusement aujourd'hui, je crois on a perdu 12 de la variété de notre flore intestinale depuis, alors je sais plus si c'est depuis 100 ans ou plus, mais c'est quand même triste de se dire que maintenant il y a des souches, des espèces entières qu'on a complètement perdues dans les pays Mmh. développés. Et oui, parce qu'on ne mange plus assez de fibres et c'est plus les fibres d'autrefois, on les cuit beaucoup, ou c'est raffiné, ou c'est Oui et puis on prend des antibiotiques à tout va. mmh mh. Et donc les antibiotiques aussi, vont affecter, le microbiote. Donc maintenant, il y a de plus en plus de médecins qui vont conseiller de prendre des probiotiques avec ou, Mmh. de l'ultralvieux, enfin le S-Boulardii, mais pour protéger, pour venir repopuler. Mais c'est vrai qu'on affecte beaucoup et puis on désinfecte un peu tout autour de nous, ça a Ouais. beaucoup d'impact sur notre microbiote. Moi, la période, covid avec le comment ça s'appelle? Le gel, Le gel hydroalcoolique là. hydroalcoolique, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus pendant le confinement, OK, pourquoi pas, mais 3 ans plus tard, maintenant il y a tout le monde qui a pris cette habitude de se tartiner tout le temps et moi je suis là, j'imagine ces pauvres petites bactéries de la flore de la peau qui sont toutes en train de mourir à chaque fois qu'on se désinfecte les mains. Il faut prendre soin de son microbiote, Ouais. global. Exactement, et ça fait partie de l'équilibre, intestinal, hein, de la Oui. santé digestive, et c'est souvent, comme tu disais, le premier er déséquilibre. On le sent pas, en fait, forcément, hein, mais il va commencer à y avoir un petit déséquilibre au niveau du microbiote qui va enchaîner, entraîner de l'inflammation et de l'hyperperméabilité intestinale, et puis ça déclenche le système immunitaire et cetera, et c'est vraiment la cascade.
Ouais, Mmh, et on donc a voilà, c'est retracé aussi, on a quand même réussi à faire des liens. Alors on comprend pas exactement comment ce lien fonctionne, mais est-ce que ça déclenche ou enfin, est-ce que ça a été un élément déclencheur ou pas? Mais des liens avec certaines bactéries de prolifération. C'est mmh, pas en soi des bactéries pathogènes comme le E. coli, mais c'est des bactéries de prolifération qui vont avoir tendance à prendre le dessus et à créer des problèmes si elles sont, trop, si elles ont trop proliféré. Notamment avec la Klebsiella pour, la spondylarthrite ankylosante, la Prevotella avec la rhinolite, non, mmh, avec la polyarthrite. Il y a certaines, bactéries qu'on a retrouvées en trop grand nombre chez une grande partie de la population qui souffre de telle ou telle maladie auto-immune. Qu'il faut vraiment, moi je le fais à chaque fois, je me plonge dans, la lecture du microbiote, la compréhension du microbiote. Je fais des tests, des prélèvements de sel pour comprendre ce qui se passe au niveau du microbiote et de la santé intestinale en général, dans un cadre de maladie auto-immune, c'est important. mmh. Ouais, complètement. C'est la je dirais la base presque. Ouais, 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 c'est ça. OK. Donc par rapport au protocole, AIP, en tout cas du pilier, alimentation, tu nous as dit ce qui était, autorisé, déconseillé pendant plusieurs mois et il fallait faire ça de manière méthodique, idéalement en étant accompagné. Donc on comprend que c'est pas un régime à vie. Ensuite, on va personnaliser et voir ce qui passe aujourd'hui pour nous. Tu l'as bien dit, ça veut pas dire que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on pourra pas remanger cet aliment-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça passe pas. Oui, j'ai une exception, c'est le gluten. OK. Mais oui. Donc le gluten, tu le déconseilles formellement pour toutes les maladies auto-immunes? Et pour moi, il faut toujours regarder le bénéfice-risque. Il y a beaucoup trop de risques quand il s'agit de gluten. Alors, je parle pas forcément de toutes les céréales. Je parle là vraiment de la gliadine, du gluten de blé. Il y a beaucoup trop d'études qui nous montrent, déjà que ça crée une réponse immunitaire chez toute personne. Mais quand on est Mmh. en bonne santé, quand on n'a pas de problème, de régulation, du système immunitaire, quand, on est plus ou moins équilibré, on combat cette petite réponse immunitaire. C'est même pas une inflammation, c'est juste une réponse immunitaire avec un certain type d'anticorps. On va la gérer, elle va passer, elle va vraiment être de passage. Mais à partir du moment où déjà il y a une réponse immunitaire, il faut se dire: «Mais qu'est-ce que c'est ce problème?» Si le corps à chaque fois il envoie des anticorps pour, sur le champ de bataille pour combattre, ce qu'il va estimer être un pathogène, c'est qu'il y a un souci. Mais derrière, il y a vraiment des directs avec l'inflammation, avec des réactions de sensibilité ou d'hypersensibilité alimentaire et les maladies auto-immunes. Donc aucun intérêt, on peut s'en passer. Mmh. Oui, complètement. Comme tu dis, si à chaque fois il y a une réaction du système immunitaire, c'est que notre corps, identifie cet aliment comme, pas du tout naturel, en Oui, fait. On serait étranger. pas censé le manger. Je pense que, là où c'est problématique, alors certaines personnes qui vont, je pense que c'est ton cas aussi, mais qui sont plutôt, à tendance paléo vont, voilà, penser enfin dire en tout cas déconseiller toutes les céréales parce qu'on n'est pas fait pour en manger, ça a été, développé plus tard dans l'évolution humaine. Mmh. D'autres vont dire, voilà, c'est vraiment que le gluten, mais en tout cas, c'est sûr qu'avec le blé moderne et la forme de gliadine actuelle, il y a vraiment un problème. On n'est pas censé manger, de la baguette blanche, avec ce gluten-là, qui colle partout. De toute façon, on le voit bien quand on fait, je sais pas, une pâte à pizza ou quelque chose avec une farine, classique blanche, on en a partout. C'est un enfer pour se s'en défaire et donc on imagine ce que ça fait dans le système, digestif. Imagine avoir cette substance collante, pâteuse, gluante dans les intestins. Tout à l'heure, on parlait du gombo, mais là, on est quand même sur un autre, Ah level, non, hein. mais là, c'est ouais, c'est pas du tout pareil. Le gombo, c'est nourrissant. Oui, oui, exactement. Ouais. OK, donc ça, c'est par rapport au protocole AIP. Est-ce que juste tu peux nous donner 2 idées de recettes que toi tu fais, qui sont, AIP, friendly, AIP conformes au régime AIP, juste pour donner une idée aux Oui. personnes qui nous écoutent de ce à quoi ça pourrait ressembler? Pour moi, quand je faisais l'AIP, parce qu'aujourd'hui je fais plus l'AIP, de manière, vraiment la phase, d'éradication, mais quand je faisais l'AIP, le plus simple, le mieux. Mmh mh. Donc tu te prends tes légumes préférés, le jeu, c'est d'essayer de trouver des nouveaux légumes, chaque semaine que tu as jamais cuisinés, voilà. Mais en règle générale, la plupart des légumes, tu peux les mettre sur une grosse plaque qui va au four. Tu badigeonnes l'huile d'olive, les épices que tu aimes, du curcuma, du basilic, de l'origan, tout ce que tu aimes. Tu mets ça au four et tu peux te la garder, tu fais du batch cooking, ça peut te durer Mmh. 2, 3 jours.
Tu peux les faire, chacun un coin, tu peux faire ton coin de patates douces, ton coin de champignons ou tu peux tout mélanger, enfin, à chacun sa sauce, mais il y a de la flexibilité là-dedans. Donc pour moi, déjà, le plus simple, le mieux par rapport à la préparation. Pas besoin de faire des recettes ultra compliquées. Après, pour Mmh. les protéines animales, c'est pareil. Moi, généralement, je vais les cuisiner à la poêle. Alors les puristes, ils vont faire ça aussi à la vapeur. Mais moi, j'ai pris l'habitude de toujours, cuisiner soit au four, à la poêle. Donc je me faisais mon filet de poisson à la poêle ou je m'ouvre une canette de sardines, ma viande, mon steak haché féroce, à la poêle. Et voilà, ça peut rester très simple. On peut dans un cadre familial, si on cuisine pour d'autres personnes, on fait la même base d'alimentation pour tout le monde et en plus, on fait du riz ou moi, je préfère qu'il y ait pas de gluten dans la maison, c'est quand même plus simple, mais pour les j'allais dire des pâtes, pour le blé. Je préfère qu'il y ait pas de blé dans la maison, je trouve que c'est quand même plus simple, parce que le blé, il peut aussi y avoir, de la contamination, qui peut poser problème. Mais on fait du riz à côté ou on fait des lentilles à côté, on fait du sarrasin, du quinoa à côté pour les autres qui veulent quelque chose d'un petit peu plus, en plus. Une petite salade aussi, qui prend 2 secondes à faire. Vraiment, on la nettoie, moi je la déchire en plein de petits bouts, je me fais même pas ma vinaigrette à côté. Je badigeonne l'huile d'olive, je badigeonne le vinaigre de cidre et basta. Donc ça peut être simple. Moi, ce que j'aimais beaucoup faire, c'était les mijoter, donc de faire des viandes mijotées que je mettais à cuire pendant, 4 heures, parfois plus et là-dedans, je me rajoutais, mon bouillon d'os au lieu de mettre de l'eau, je mettais du bouillon d'os pour Mmh. avoir, ce côté plus nutritif. Je me mettais toujours un peu de curcuma et des épices en plus. Vraiment, je cuisine toujours beaucoup avec des épices, et là-dedans, tu te mets tes légumes, ta viande de qualité et pareil, tu peux congeler. Une fois que c'est prêt, tu en as pour, 3 jours. C'est vraiment, c'est variable. Et c'est finalement assez simple, comme tu disais, le plus simple, le mieux et finalement toute la famille peut manger, ces légumes-là, la protéine. Mmh. Voilà, ça va dépendre des goûts de chacun, mais en théorie, tout le monde peut manger la même chose. Exactement et je veux juste souligner pour le petit déjeuner parce que c'est souvent là que les gens ils bloquent. C'est vrai que c'est Oui. pas évident le petit déjeuner AIP parce qu'on prône un petit déjeuner salé et protéiné. Si ce n'est pas salé, ça peut être sucré, mais il faut que ça reste quand même protéiné et là, c'est compliqué. On n'a plus Et si les on œufs, veut mmh, on peut pas enfin, le petit déjeuner classique, il n'existe plus. On va pas manger des céréales, on n'a pas le pain. Donc moi, ce que je me faisais très souvent, c'était une patate douce que j'avais cuit au préalable et que je réchauffais. Parce que quand tu cuis des amidons, enfin des choses qui contiennent des amidons au préalable et ensuite que tu le réchauffes ou que tu le manges froid, mais que tu le manges après, il va y avoir cet amidon résistant qui va se former, qui va être bien meilleur pour la régulation glycémique. Donc commencer sa journée avec de l'amidon résistant, ça c'est très bien. Petite patate douce, le choix d'une protéine animale classique, c'est pas un truc spécial petit-déj. Ça va être les restes de la veille, de mon plat mijoté. Je peux me faire aussi, du jambon, bio sans nitrite, mais je peux me faire du jambon, je vais me faire, du thon, je vais me faire des rillettes de sardines, sardines. du foie de morue. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai mangé du foie de morue. J'adore ça. Donc voilà, de varier cette protéine-là et puis un demi avocat. Moi, j'inclus toujours de l'avocat dans le petit déjeuner. Et on peut finir avec un petit fruit, si on veut, en fin de repas. Quand on veut plutôt sucré, faut penser quantité du coup, mais un gros smoothie, mon smoothie préféré, on l'a d'ailleurs, on a la recette dans notre e-book, Adopter l'AIP pour aider les gens à adopter l'AIP sous 21 jours. Donc arriver Mmh. à éliminer tout au bout de 21 jours et on a cette recette de smoothie que j'adore qui contient donc de l'avocat, de la mangue, du citron vert, de l'eau de coco, une date et en fait, ça paraît bizarre comme mélange, mais c'est tellement onctueux, c'est tellement bon, le petit jus de citron qui vient contrebalancer l'avocat, c'est excellent et à ça, je rajoute de la poudre protéinée. Donc on en a OK. une de Mmh. prédilection qui est de l'entreprise Organized, élevée, enfin qui provient de bœuf élevé en plein air, nourri à l'herbe.
en Grande-Bretagne et c'est que des organes. C'est une poudre d'organes de bœuf, multiples organes séchés, donc c'est une multivitamine. Moi, je considère même pas que ce soit une poudre protéinée, c'est une multivitamine avec un tout petit peu de miel desséché et de dattes. Bon, là, je pense que tu as mentionné organes au petit déjeuner, tu as perdu la moitié des personnes. Mais tu le mets dans ton smoothie, tu le sens pas. Tu pas là en Ouais, train de manger, un bout de foie, quoi. Mais oui, mais mais les organes, malheureusement, on a perdu cette habitude, mais c'est vrai que les abats, ouais. faisaient partie d'un régime ancestral et ils sont très denses en nutriments, il faut pas l'oublier. Et même nos grands-parents, mangeaient, des abats assez souvent. Nous, aujourd'hui, on en mange, plus ou très rarement. Il faudrait revenir à ce temps. Mais quand on n'a Mmh. pas trop le goût, les papilles encore développées, ces goûts un peu forts, bah, optez pour cette poudre. On a aussi une collaboration avec Bien-être Auto-Immune et vous avez un code promo BEAI avec ça et pouvez essayer et tentez-le une fois. Cette poudre protéinée, elle est absolument excellente pour la santé. Elle a pas de goût. Moi, je la mélange dans mon café, que je rebois maintenant du café. C'est du passe-partout. On peut le mélanger à Mmh. un yaourt de coco. Bon, super, bah, merci pour ces idées de recettes. Finalement, c'est assez simple et c'est, comme, je préconise aussi toujours que ce soit le plus simple possible, déjà pour la charge mentale, aussi pour la digestion. Plus on va faire simple, mieux c'est, ce sera plus digeste. Donc finalement, voilà, Exactement et il faut avoir une c'est belle faisable. assiette, 3/4 de légumes, un quart de protéines animales, plein de couleurs, de l'huile d'olive, un Mmh. petit peu d'aliments fermentés et on est parfait. Bon, super. Donc tu nous as parlé de justement de cette solution-là quand on a une maladie auto-immune. Oui. Il y a des solutions. Donc on peut, soit te contacter, soit, aller voir. Je mettrai les liens de toute façon dans les notes de l'épisode pour, aller voir, Bien-être auto-immune, tout ce que vous proposez avec Anaïs. Et c'est important en fait de comprendre le mécanisme, donc tu nous l'as bien expliqué, ce qui se passait dans le cas des maladies auto-immunes, le mécanisme auto-immun et du coup ce qu'on peut faire pour, retrouver, une accalmie, pouvoir vivre de nouveau, Voilà. normalement, j'ai envie de dire, hein, parce que toi, c'est ce cas-là. Tu nous disais qu'il y avait pas eu de rechute dans ton cas depuis 6 ans et que tu vis, Moi, je vis complètement normalement. normalement, je suis en bien meilleure santé aujourd'hui à 34 ans que je ne l'étais à 23, juste avant de tomber malade, hein. Enfin, Oui. juste avant d'avoir mon diagnostic de spondyle. Non, c'est un vrai équilibre qu'on retrouve, mais c'est une question de mentalité. Mmh. Il faut essayer de mettre de côté les obstacles et même de pas se focaliser, par exemple, pour l'alimentation, sur tout ce qu'on peut pas manger. Focalisons-nous sur tout ce qu'il faut manger, tout ce qui nous Ouais. fait du bien. Visualisons quand on prend une bouchée, quand on mâche, de se dire: «Toutes les bonnes choses que je donne à mon corps». C'est une vraie chance de pouvoir, choisir, être éduqué, de choisir une bonne alimentation et mon corps, il va me remercier. Il faut vraiment changer sa mentalité du négatif au positif. Ce qui est pas Mmh. facile, hein, je le sais, mais il faut s'efforcer. Mmh. Oui, c'est pas évident et justement pour, peut-être pour terminer, parce qu'on on avait on parle pas mal et c'est très intéressant, c'est super. Mais, pour que les personnes restent avec nous quand Oui. même jusqu'au bout, est-ce qu'il y a des contre-indications au régime AIP, particulièrement la partie alimentation, au protocole AIP? Oui. Parce que je pense particulièrement, alors aux personnes, j'accompagne assez souvent des personnes aussi qui ont des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que toi, tu accompagnes aussi des personnes qui ont ces troubles-là et comment tu fais? Est-ce qu'il y a des aménagements ou est-ce qu'il y a d'autres, contre-indications pour d'autres personnes? Ouais. Oui, pour les troubles alimentaires, c'est compliqué et ce n'est pas recommandé. OK. Ça reste un régime restrictif, donc il vaut mieux quand même travailler en amont sur cette problématique-là et ensuite travailler avec un praticien qui est spécialisé dans les troubles du comportement. Moi, dans les coachs AIP en France, je ne connais personne qui a cette approche-là. Mmh. Donc, on a eu quelques personnes d'ailleurs qui nous ont contactés sur Bien-être Auto-Immune pour être en contact avec des praticiens et c'est vrai qu'on n'a pas pu les aider à ce moment-là parce que moi, je préfère pas lancer quelqu'un et on a eu une longue conversation, hein, pour expliquer du pourquoi, mais je préfère pas que quelqu'un se lance là-dedans sans un vrai soutien de quelqu'un qui comprend cette problématique. Alors aux Mmh. États-Unis, il y en a beaucoup, je connais plein de coachs AIP qui ont ça, mais pas encore en France. OK. Donc ça, c'est pas recommandé. L'autre chose, c'est que le protocole AIP
n'est pas faisable avec une composante végétarienne. Ah oui, Avec une déclinaison végétarienne, ce n'est pas possible. ok. Là, pour le coup, il y aura des carences et ce n'est absolument pas le but. C'est complètement le contraire. Donc on peut vraiment pas allier les 2. Il faut, si c'est pour des raisons éthiques, bah, il faut trouver des entreprises, qui puissent combler à ces demandes-là. Mais voilà, c'est vraiment pas possible parce qu'on élimine toute source de protéines végétales. Concrètement, les légumineuses, les oléagineux, les céréales, on les inclut pas. Alors, j'ai pas mentionné, mais il y a une version de l'AIP modifiée. Mais même avec la version modifiée, ce n'est pas du tout possible parce qu'on va garder le riz et on garde les légumineuses, certes, mais il n'y a pas cette approche de densité nutritionnelle qu'on Mhm. recherche avec les abats, avec les fruits de mer, avec les petits poissons, avec la viande de qualité. Donc moi, je ne le fais pas. Ok, ok. Bon, au moins, voilà, on sait Ouais. à qui ça peut convenir et là où il vaut mieux chercher peut-être une adaptation. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller mieux. Oui. Je connais notamment des praticiens qui, eux, sont full végétariens, qui ont cette approche, qui ont aidé des personnes. C'est juste que dans le cadre, moi, de ma formation, de ce que je connais, de ce que moi je trouve marche, du protocole AIP, qui a d'ailleurs 7 études cliniques derrière lui. Donc ce protocole, il est quand même étudié, hein. Il est basé sur 1200 études, mais il y a 7 études cliniques qui démontrent l'efficacité de ce protocole. Donc Mhm. pour moi, ça reste une valeur sûre. Euh, c'est pas la seule approche, donc ne perdez pas espoir si vraiment les personnes ne veulent pas intégrer la protéine animale. Faut pas perdre espoir. Mais c'est juste pas avec le protocole auto-immune qu'on peut le faire. Oui, de toute façon, je pense que même si on n'arrive pas jusqu'au full AIP, on va dire jusqu'au régime complet AIP, il y a certainement plein de choses qu'on peut déjà améliorer dans l'alimentation, euh, aller vers plus de brut, plus de simplicité, etc. Tout ça, ça fait déjà, c'est déjà efficace. Exactement, Mhm. exactement. Ok. Et je veux rajouter une dernière chose, c'est de se donner le Oui. temps. Se donner le Mm. temps parce que le système immunitaire a un cycle de 6 mois dans une logique de renouvellement de toutes les cellules, mais à peu près 6 mois. Ça se fait pas forcément tout en un cycle. Moi, dans mon cas, en plus, mon médecin fonctionnel m'a vraiment dit: «2 mois jour pour jour, 18 mois» et en 18 mois, jour pour jour, j'étais remise, sur pied, sans médicaments, sans rien. Donc c'est bon, ça a été quand même assez radical pour moi, mais il faut savoir que ces processus mettent du temps. La réparation de la paroi intestinale peut quand même mettre beaucoup moins de temps que ça peut être très rapide en quelques semaines, mais le système immunitaire, c'est un processus plus long, donc donnez-vous le temps et la patience. C'est important de le rappeler parce que quand on est dans les difficultés, la souffrance au quotidien, évidemment qu'on a envie d'aller vite, de trouver des solutions rapides, mais il faut se laisser le temps et quand on engage un processus, qu'on teste quelque chose, c'est important de, comme tu dis, de se laisser le temps et de voir si ça fonctionne Ouais, vraiment. c'est ça. En 2 semaines, c'est trop court. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Laurane. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour le petit mot de la fin, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, que tu voulais mentionner? C'est peut-être notre devise de bien-être auto-immune qui est de dire que chacun peut être acteur de sa santé. Et vraiment, c'est ce qui m'a sauvée, c'est d'être devenue actrice de ma santé. Mhm. D'être, en full, contrôle, de comprendre, de connaître mon corps, de comprendre toute cette approche, de manière vraiment holistique et de faire des choix pour moi. Oui, et justement peut-être ajouter aussi que, on a parfois un peu de culpabilité à se dire: «Mais en fait, bon, dans ton cas, tu pouvais vraiment plus marcher, te lever». Mais il y a des personnes qui ont mal, mais qui fonctionnent quand même plus ou moins et là, on a parfois la pression de l'entourage, de la société, de se dire: «Bah, en fait, est-ce que je fais pas un petit chichi là, Est-ce que je suis pas, douillette ou plus sensible alors que les autres continuent? Est-ce que je devrais pas me pousser, continuer?» Ouais, Si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas, on a l'habitude, je pense qu'il y a plein de, il y a une norme un peu dans la société de se pousser toujours plus. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, écoutez-vous et et c'est pas d'en faire des caisses. ouais. C'est pas ça. Je pense que c'est important de s'écouter. Moi, combien de personnes je vois me dire, ben moi j'ai des problèmes digestifs en fait, j'ai le ventre comme ça après manger, j'ai l'impression d'être une femme enceinte
5 mois et pour autant, c'est pas grave, je continue en fait. Tant que je peux continuer à marcher, je vais continuer et jusqu'au moment où c'est plus possible et là, c'est beaucoup plus long encore de remonter la pente mais voilà, ce que je voulais ajouter peut-être, c'est de s'écouter quand même et de pas se dire: «Bah oui, mais mon entourage dit que c'est peut-être rien, que je cherche la petite bête et cetera». Non. Et parfois, c'est même pas des paroles, hein, parfois, enfin, je le sais parce que je Oui. l'ai vécu quand j'ai recommencé à marcher un petit peu, à New York et que je voulais sortir avec les copains. J'arrivais pas à les suivre parce que je faisais des petits pas de pingouin et je sentais, ils le disaient pas, mais ils étaient toujours, à 20 mètres devant moi et je devais toujours crier à travers la rue en disant: «Attendez-moi, attendez-moi» et ils levaient un peu les yeux au ciel en mode: «Oh là là, mais on va jamais y arriver au restaurant». Et Ouais. on se sent mal, en fait et donc on essaye de pousser plus, de faire plus, mais parfois c'est pas possible et donc de se mettre en retrait un certain temps, de se focaliser sur soi, de se Mmh mh. prioriser et ben, en fait, c'est déjà une preuve d'amour pour soi, mais aussi pour son entourage. Mmh. Exactement. Super. Merci beaucoup pour ce mot de la fin plein d'espoir. Bah, merci à toi de m'avoir accueillie, c'était Je t'en super. prie et Je donc sais que je suis une pipelette. mais c'est parfait. Écoute, je ne donne pas de limite. J'aime aussi beaucoup les épisodes, longs, quand on est dans l'échange, qu'on puisse aller vraiment en profondeur. Donc, voilà, j'espère qu'on aura, maintenu, l'attention jusqu'au bout et en tout cas, on peut te retrouver, donc avec Bien-être auto-immune, je mettrai les liens, mais on peut, aller voir la plateforme. Comme tu le disais, vous partagez plein de connaissances, il y a des talks santé, il y a des articles de blog, donc on retrouve plein de choses. Il y a l'annuaire des praticiens Mmh. aussi, il y a des e-books, donc bref, multiples ressources Ouais, quand on est concerné par les maladies auto-immunes. Et dans ton cas, tu proposes aussi des accompagnements individuels, hein, ouais, tu l'as mentionné tout à l'heure, ouais. pour accompagner spécifiquement les maladies auto-immunes. Voilà, ouais, donc bien-être-auto-immune.com et puis pour Mhm. les personnes qui souhaitent rentrer en contact avec moi, c'est lauranutrition.com. Génial, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Bah, je te Je te remercie. remercie beaucoup en tout cas, Laurane, Ouais, merci à et toi. puis à très bientôt. À très bientôt.